Mais vous pouvez piquer tous les sous que vous voulez à la bourgeoisie, elle aime pas trop, mais fondamentalement, ce qui lui pose problème, c'est quand c'est son pouvoir sur le travail qui est contesté. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'est empressée de dépolitiser le travail. La politique s'arrête aux portes des entreprises. C'est évident, la classe dirigeante, c'est une de ses forces, c'est qu'elle sait ce qu'elle doit détruire, alors que la classe révolutionnaire, elle ne sait pas toujours ce qu'elle doit proposer. Le communisme est une extension formidable de la propriété. Dans le capitalisme, nous ne sommes pas propriétaires de l'outil de travail. Et notre travail est aliéné et exploité. Nous sommes consolés de cette impuissance sur le travail, du fait que nous ne sommes pas propriétaires, par le fait d'être propriétaires de notre bagnole, d'accord ? Voilà, c'est comme ça qu'on nous console. Alors que les travailleurs sont des vainqueurs. Ils ont conquis le statut de la fonction publique, ils ont conquis la pension de retraite, c'est inouï. Ils ont conquis le régime général de sécurité sociale. Donc, être solidaire des victimes, moi, je trouve ça dégueulasse. Je ne suis pas solidaire de victimes, je suis à l'école de vainqueurs. Et j'essaye de voir comment ces victoires peuvent être actualisées. Depuis 50 ans, nous voyons nos conquis sociaux s'effacer petit à petit en détruisant nos conditions de travail et les écosystèmes. Face à ces crises et face à des gouvernements et des économies qui nous exploitent de plus en plus, que pouvons-nous encore faire ? Que pouvons-nous également apprendre des victoires passées telles que la création de la sécurité sociale ? Et comment pouvons-nous aujourd'hui répliquer nos victoires passées et les étendre sur tous les pans de nos sociétés ? Vous êtes sur le podcast Circulaire Métabolisme, le podcast pour mieux comprendre le métabolisme de nos sociétés et leurs impacts socio-écologiques. Et pour parler de ces sujets, j'ai le plaisir d'accueillir Bernard Friot. Bernard Friot est sociologue, économiste et professeur émérite à l'université Paris-Nanterre. Il travaille sur l'histoire de la sécurité sociale, du communisme déjà là et sur la notion de salaire à vie. Il est l'auteur de nombreux ouvrages dont Puissance du salariat et le communisme qui vient avec Bernard Vasseur. Dans cet épisode, nous allons expliquer en quoi la vision néolibérale du travail favorise les crises sociales et écologiques, pourquoi la sécurité sociale est en vérité une victoire du communisme en sein d'une société capitaliste, comment ce modèle est en train d'être détruit à petit feu, et comment on peut s'en inspirer pour reprendre la main de notre manière de travailler et de produire. Bon épisode et abonnez-vous. Bonjour Bernard Friot. Bonjour. Je voulais parler évidemment, comme on a dit, de cette place cruciale que le travail a dans ces multiples crises que nous traversons. Bon, c'est une question triviale, mais il faut quand même la poser pour les personnes qui nous écoutent. C'est quoi le travail ? Comment vous définissez le travail ? C'est une question à 100 balles, vraiment. Hein. Je peux déjà donner une définition négative. C'est pas toute l'activité, hein, parce qu'il y a un effet collatéral assez négatif de l'impasse dans lequel le capitalisme met le travail. Impasse anthropologique, impasse écologique, puisque dans le capitalisme, précisons peut-être quand même ce que c'est que le travail dans le capitalisme, c'est toute activité qui met en valeur du capital. Dans l'indifférence de son utilité sociale, hein, l'enjeu du travail, ça n'est pas de produire des choses utiles, même si c'était l'occasion de production de choses utiles, ou le mot utile n'a pas non plus de sens nécessairement positif hein, dans cette logique. Utile, ça veut dire qu'il sert à quelque chose, mais ça peut être servir aussi au pire, hein, d'un point de vue écologique, anthropologique, etc. Cette indifférence à la valeur d'usage des biens et services produits comme valeur d'usage, hein, pour reprendre les termes, disons, classiques des économistes classiques et de Marx, nous met dans une impasse telle que il y a une tentation, disons, de lier le travail au capitalisme et de dire sortir du capitalisme, c'est sortir du travail. Et une façon de sortir du travail, c'est de dire que tout est travail. C'est-à-dire que dès lors que je participe au lien social en je sais pas quoi moi, en buvant du café en terrasse avec des amis, je suis au travail. Et non, tout n'est pas travail. Et dans le communisme, qui se construit dans le capitalisme, il n'y a pas de disparition du travail, il y a une métamorphose du travail, assurément. Je pense qu'on va pouvoir en discuter. Pas trop sur son contenu, parce que je n'ai pas de compétences, mais
en tout cas sur sa définition et sur les personnes qui y contribuent, leur statut. Ça, c'est mon domaine de recherche. Le travail, tel que pour le moment je le définis, mais pour le moment, ça ne veut pas dire que je serai sur la même position dans 5 ans. Hein. C'est pas toutes nos activités, donc sûrement pas. C'est une partie de nos activités pour laquelle nous mobilisons à l'échelle territoriale compétente, qui peut être internationale ou très très locale, la science, la technologie, l'organisation, alors que dans beaucoup d'activités, nous ne mobilisons pas tout cela. Hein. Dans beaucoup de nos activités, nous sommes en réaction, je dirais, assez immédiate à notre environnement, hein, mais nous ne mobilisons pas à l'échelle pertinente la science, la technologie et l'organisation. Quand il y a cette mobilisation, il y a production de valeur, hein, et pas simplement d'utilité sociale. Il y a aussi une valeur économique qui est produite. Et cette mobilisation, c'est celle qui nous permet, et là je vais être attaquable, hein, surtout dans les formulations, parce que tout ça est en construction et je ne doute pas que ça bougera, mais c'est celle qui nous permet d'être fidèle à notre vocation d'espèce humaine. Alors, on l'a de bien grands mots lâchés, mais je suis pas suffisamment, mais quand même relativement au courant de tout ce qui, depuis une quarantaine d'années, se cherche pour sortir d'un rapport de surplomb vis-à-vis des autres espèces vivantes, des vivants autres qu'humains. Je suis évidemment très très contestataire de ce surplomb et il fait partie du problème dont il faut que nous sortions, bien sûr, de l'impasse, de la création de l'impasse. Mais nous poser comme des vivants parmi d'autres, ce n'est pas nier notre rapport spécifique aux vivants, parce que relativement aux autres espèces humaines, nous avons un rapport réflexif à ces vivants autres qu'humains et à l'autre que le vivant, hein. Bon, ce qu'on appelle le non-vivant, mais ça me paraît une définition négative dont il faut aussi qu'on se sorte, mais je sais pas. Peut-être qu'il y a des travaux d'ailleurs qui portent là-dessus, mais je ne les connais pas. En anglais, ils disent, je pense, le plus qu'humain ou quelque chose comme ça, oui. Oui, ça c'est le plus qu'humain. Ça inclut également le non-vivant. C'est ça. D'accord. Ouais. Ok. Bon, alors pourquoi pas, oui. Mais je sais qu'il y a toute une littérature qui existe, mais pour laquelle je n'ai pas encore vraiment pris le temps dans laquelle j'ai pas pris le temps de me plonger. Cette responsabilité-là spécifique, qui fait que nous ne sommes pas simplement dans l'adaptation à notre environnement, c'est le travail. C'est le travail. Pour le pire dans le capitalisme, hein, puisque toute cette technologie, toute cette science, toute cette organisation à l'échelle pertinente sont au service d'une mortifère mise en valeur du capital, production tautologique de la valeur, on produit de la valeur pour produire de la valeur, enfin tout ça est pure folie. Mais je
n'acceptent pas, disons, une réaction qui va dire sortons de cette folie en supprimant le travail. Je pense que là, il y a une démission collective. Les humains ont une vocation qui, par bien des aspects, évidemment, est la même que la façon dont les arbres ou les loutres organisent leur rapport au reste des espèces vivantes et aux autres que vivants, mais à un degré tel que nous avons une responsabilité particulière. Tu mentionnes que le travail, c'est un peu le nœud gordien où il y a les infrastructures qui sont attachées, les ressources qui sont attachées, notre rapport avec l'environnement qui est attaché. Et là-dedans, il y a une citation du livre qui dit « Les acteurs du travail, en théorie, dans le monde idéal, le travail et les acteurs du travail devraient être celles et ceux qui l'accomplissent, que ceux qui le produisent devraient être guidés par la considération de son utilité sociale, et que le travail devrait s'insérer dans la dynamique des autres vivants et du non-vivant. » Donc ces trois piliers-ci. Les acteurs du travail doivent être ceux qui l'accomplissent. Deuxièmement, l'utilité sociale. Troisièmement, dans cette dynamique-ci. Dans ce métabolisme. Exactement. Est-ce que tu pourrais nous présenter ces trois piliers et pourquoi elles cristallisent un peu tous les enjeux au fait autour du travail? Le travail dans le capitalisme, il n'est pas simplement exploité. Il est exploité, c'est-à-dire qu'une partie de la valeur produite, de la valeur économique, qui dans le capitalisme prend la forme de la valeur d'échange, une partie est appropriée par les détenteurs du capital. Donc il est exploité. Mais il est aussi aliéné. Il est aliéné en ce que ce ne sont pas du tout les travailleurs qui décident du contenu, de l'objet, des modalités du travail. Absolument pas. Ils peuvent être associés à des choses accessoires, mais ils ne décident pas. Et cette aliénation du travail, c'est sans doute une dimension du travail capitaliste qui a été moins combattue que l'exploitation du travail. Contre l'exploitation du travail, les travailleurs organisés ont des conquis tout à fait considérables. Contre son aliénation, le résultat est beaucoup plus faible. Et c'est sans doute d'ailleurs aujourd'hui un déplacement nécessaire de l'activité collective. Il y a quand même un épuisement pour le moment de la forme syndicale. Aussitôt, j'ajoute que je suis un défenseur acharné du syndicalisme, bien sûr, mais que c'est un mouvement qui est sur la défensive depuis maintenant plusieurs décennies, et puis qui, précisément, je pense, parce qu'il s'est construit autour de la conquête du statut de travailleur contre leur exploitation, mais pas vraiment autour du statut du travailleur pour la délibération, contre l'aliénation, pour la décision sur le travail, suscite des mouvements à côté du syndicalisme, de dissidence, disons, d'exit, qui sont extrêmement intéressants, bien sûr, parce qu'ils sont justement portés par le souci d'un autre métabolisme avec les vivants autres qu'humains ou l'autre que vivant, mais sont tentés, parce que le mouvement syndical ne met pas en cause le contenu même du travail, sont tentés par cette démission collective qu'il y aurait à ne pas assumer notre vocation spécifique en matière de métabolisme, avec ce qu'on appelle un peu vite la nature, enfin bon, un terme qu'il faut évidemment abandonner.
Ça, c'est la première dimension. La seconde, redis-moi la voir. La deuxième, c'est par rapport à l'utilité sociale, que ceux qui produisent devraient être Ah oui, guidés oui, par. on est évidemment, hein, s'il faut que les travailleurs prennent le pouvoir sur le contenu du travail, ce qui n'a pas été pour le moment l'objet fondamental de leur mobilisation, hein. La lutte contre l'aliénation, d'accord. Encore faut-il savoir pourquoi on va travailler. Et donc là, s'interroger sur les besoins qu'il s'agit de satisfaire et le type de relation avec les vivants entre humains et avec l'autre que vivant que ça implique. Donc je suis bien convaincu, nous sommes bien convaincus, Bernard Vasseur et moi, qu'il y a là un objet central, sauf que ni lui ni moi ne sommes capables d'y répondre. Mais enfin, donc là, je ne vais rien dire parce que je ne suis pas chercheur sur ces questions-là. Et puis la troisième dimension... C'était justement comment insérer le travail dans la dynamique des autres que vivants, enfin des autres vivants et des non-vivants. Oui, c'est ça, parce que bon, ce contenu, il s'agit effectivement de répondre à des besoins, parce que notre espèce, comme toutes les espèces vivantes, hein, construit son monde, et parce elle n'existe que parce qu'elle est en capacité de construire son monde. Et ça, c'est le deuxième point. Mais construire son monde, c'est forcément avec les autres que vivants et avec les vivants autres qu'humains. Et ça, là, je serais encore plus incapable de répondre à cette question. Encore une fois, là, on énonce ce que doivent être les éléments essentiels du travail, sans être forcément compétents l'un et l'autre pour en donner le contenu, bien sûr. Mais je pense que ça résume beaucoup la pensée et les recherches de ce qu'on appelle les chercheurs en écologie industrielle, économie écologique et des choses comme ça, où au final, une fois qu'on a regardé combien on extrait, combien on pollue, etc., certes, mais pourquoi on utilise ces flux et pourquoi on mobilise toute cette matière et pourquoi on transforme finalement ce territoire, cet environnement-là. Et ces questions sont que rarement posées et je pense que c'est un peu ces questions-là qui viennent là également. Et c'est un pont à construire, je pense qu'il n'existe pas beaucoup encore parce qu'il y a peut-être c'est d'autres habitudes disciplinaires ou c'est beaucoup de choses à prendre en compte en même temps. Dans le livre, mais aussi dans vos conférences, tu parles du dogme, ou en tout cas de la religion capitaliste. Petite pause avant la prochaine partie, ce podcast est 100% indépendant et entre les déplacements, le matériel, les charges, le montage, chaque épisode nous coûte pas loin de 900 €. Si vous souhaitez nous soutenir, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, ou même, si vous avez les moyens, nous faire un don sur Tipeee. Le lien est en description ci-dessous. Un grand merci. Et place à la suite. Il y a 7 dogmes qui sont repris dans ce tableau, dans le livre Le communisme qui vient, qui est le dogme 1, le crédit et le préalable nécessaire à la production, par exemple. En quoi ce dogme est un dogme et on pourrait faire autrement ? Et parce qu'on a fait autrement. Hein. Encore une fois, je pense que l'intérêt de notre réflexion, Bernard Vasseur et moi, donc, c'est que on ne store pas des trucs de notre tête. Hein. C'est de l'observation de la dynamique contradictoire du capitalisme. Hein. C'est pour ça qu'on sort complètement de l'idée que le communisme, c'est pour après-demain, après la victoire électorale qui permet une prise de pouvoir d'État suivie d'une étape socialiste. Tout ça a échoué complètement au XXe siècle. Il s'agit de tirer l'échelle et de revenir à Marx. Hein, le communisme, c'est le mouvement réel dans le capitalisme même par lequel nous sortons de l'état des choses. Donc, toutes les analyses que nous faisons et les propositions que nous faisons s'appuient sur des déjà là. Hein. Si nous préconisons, si nous posons l'avance monétaire sous forme de crédit comme préalable à toute production, si nous disons que c'est de la religion, c'est parce que
nous avons pu observer que lorsque l'on s'en passe, ça marche beaucoup mieux. Mais c'est de la religion, pourquoi? Parce que le capitalisme repose aussi sur des croyances, sur un imaginaire. Il ne repose pas que sur la violence du marché du travail, hein, qui impose que l'on pose des actes, y compris avec lesquels on est en désaccord, mais parce que c'est la condition pour avoir une rémunération. À côté de cette violence qui est incontestable, hein, ça, elle est décisive même, hein, dans la soumission des populations, il y a aussi une forme d'adhésion à cette logique mortifère du travail capitaliste par l'adhésion à des croyances soigneusement entretenues par une institution religieuse extrêmement présente. Nous ne sommes pas du tout des pays laïques, nous sommes des pays dans lesquels il n'y a aucune séparation entre l'Église capitaliste et l'État. Cette Église est omniprésente dans l'État et en particulier, mais il y en a d'autres, donc comme vous l'avez annoncé, comme tu l'as annoncé, un des premiers dogmes, parce qu'on prend les choses dans l'ordre chronologique de la production, hein, la production suppose une avance monétaire, mais cet ordre n'est pas nécessairement un ordre d'importance. Hein, on reprend l'acte de production dans sa chronologie et on démarre par l'avance monétaire. L'avance monétaire, dans le capitalisme, c'est du crédit. Et encore une fois, c'est très important. C'est très important parce que le cœur du capitalisme, ça n'est pas que l'exploitation. C'est la puissance de la classe dominante, la puissance de la classe bourgeoise vient pas simplement du fait qu'elle extorque à son bénéfice une partie de la valeur créée, mais c'est d'abord le fait, moi je dirais d'abord, le fait qu'elle a le monopole dans la définition de ce qui vaut, dans la définition du travail, dans son contenu, dans son objet. Que le cœur de la puissance de classe, c'est ce monopole. Et là, nous sommes dans l'aliénation. Ce n'est pas les travailleurs eux-mêmes qui décident de ce qui va être produit, que décident de ce qui vaut, qui décident de ce qui est et n'est pas travail. Et un des lieux de cette aliénation, c'est le fait que l'avance monétaire qui est nécessaire à toute production, enfin, dès lors qu'il y a monnaie, bon, on peut aussi imaginer qu'il n'y ait pas de monnaie, mais dès lors qu'il y a monnaie, l'avance monétaire est nécessaire à toute production, et cette avance monétaire, comme élément, mais constitutif de la domination de classe de la bourgeoisie, elle est à crédit, soit par création monétaire, et comme par hasard dans le capitalisme, la monnaie est créée par crédit. Les banques créent de la monnaie à partir de rien, et ça va être un prêt qu'il faudra rembourser. La monnaie créée sera d'ailleurs supprimée lorsque ce prêt sera remboursé. Ou alors, deuxième forme d'avance, celle qui est le fait de prêteurs sur les marchés des capitaux, des prêteurs qui ont accumulé du profit sur les marchés des capitaux et qui prêtent, là encore, la monnaie nécessaire à la production. Là, on a vraiment une institution essentielle pour le pouvoir de classe de la bourgeoisie. Avant même que nous travaillions, alors que c'est nous qui produisons la valeur, nous sommes endettés. Tous les travaux d'histoire de la dette savent combien la dette est un élément d'asservissement, un élément de soumission. Et donc, nous sommes endettés. Voilà,
C'est incroyable, mais enfin c'est incroyable. Non, justement. Mais nous croyons du coup qu'il faut. Ça ne peut pas être autrement. Hein. Pour avoir enseigné l'économie à l'université pendant 30 ans, je connais par cœur le catéchisme. Hein. Et si je l'enseigne plus, c'est que je n'ai jamais enseigné ces dogmes, mais ça devait être de plus en plus difficile, surtout de former des doctorants qui, sur les bases de ce que j'enseignais, n'auraient jamais pu faire carrière. Donc je suis passé à la sociologie, entre autres pour pouvoir accompagner les doctorants sans rendre impossible leur carrière ultérieure dans l'enseignement et la recherche. Donc effectivement, il y a un dogme que l'avance monétaire ne peut se faire qu'à crédit, que la création monétaire c'est à crédit, enfin, etc., etc. Et alors là où précisément notre bouquin s'appuie sur déjà là, c'est que nous avons déjà toute une partie de la production qui échappe à cet endettement préalable. Et on donne deux exemples. Alors, on s'appuie surtout sur le cas français, mais ça ne vaut pas que pour la France, au demeurant, surtout pour la première. C'est la production des agents de l'État, qui repose sur un salaire qui naît, le salaire de ces agents, qui naît de l'avance que fait la Banque centrale à l'État, une avance qui peut être formellement une dette, mais qui, compte tenu que la dette roule, est en fait une avance sans réel remboursement lorsque la dette est là, et il n'y a pas toujours de dette, il peut y avoir une avance tout simplement. Donc là, tout ce qu'on appelle la production non marchande, qui n'est quand même pas rien dans nos sociétés, repose sur une avance monétaire qui ne relève pas de la dette. Par exemple, ça va être quoi? Les écoles, les hôpitaux? Alors les hôpitaux, c'est une autre chose. Nous ne sommes pas là, s'agissant de la France, dans un dispositif étatique, avec des agents de l'État. Ce sont des fonctionnaires, mais qui relèvent de l'assurance maladie. Là, c'est un autre dispositif, mais que je vais présenter tout de suite, oui, bien sûr. Alors, ce premier dispositif qui libère les travailleurs de la dette, un fonctionnaire, il n'a pas de dette à rembourser, alors qu'à travers une entreprise, il bosse pour rembourser la dette de la boîte, c'est clair. Elle est combattue férocement, bien sûr, compte tenu de l'importance de la domestication par la dette des travailleurs. Dans le monopole de la bourgeoisie sur le travail, qui est le cœur de la puissance de classe, la puissance de classe, c'est pas le pouvoir sur l'argent. La puissance de classe, c'est le pouvoir sur le travail et donc sur l'argent. Mais vous pouvez piquer tous les sous que vous voulez à la bourgeoisie, elle aime pas trop, mais fondamentalement, elle s'en fout, c'est pas ou plutôt, elle sait parfaitement contourner la chose. Ce qui lui pose problème, c'est quand c'est son pouvoir sur le travail qui est contesté. Et c'est bien cela qu'il faut faire maintenant. Et c'est pour ça que je suis plutôt optimiste, parce que maintenant, peut-être pour des questions d'urgence écologique, c'est possible, mais de plus en plus de travailleurs contestent le travail tel qu'il leur est imposé, refusent de le faire, sont dans l'exit, enfin, etc. Il y a une dissidence tout à fait positive, mais qu'il faut sortir de la marge, parce qu'une marge qui dure, en fait, elle sert d'alibi. Donc, le capitalisme peut parfaitement subsister avec une marge de dissidence, c'est sûr. Un des objets du bouquin, c'est comment sortir la dissidence de la marge, bien sûr. Donc, la production non marchande, comme on dit, a été libérée. Pourquoi? Parce que précisément le refus absolu
qu'à la classe dirigeante qui sait, elle, ce qu'elle doit détruire, hein, bien sûr, c'est sa force. Le refus absolu de la classe dirigeante pour des travailleurs libérés de la dette fait que l'Union européenne a concocté tout un dispositif qui interdit aux banques centrales d'avancer de l'argent aux États. Et donc, cette avance monétaire sortie, sinon formellement, mais de fait de la dette, est complètement mise en cause depuis les années 80. Hein, il est urgent, hein, évidemment, de retrouver la possibilité pour la banque émettrice de monnaie, hein, d'émettre de la monnaie de salaire, des salaires qui n'exigent pas, qui n'endettent pas les travailleurs. Alors le deuxième déjà là, de cette libération vis-à-vis du fatum de la dette, c'est précisément la sécurité sociale du soin. On raconte longuement dans le bouquin, dans les années 60, le système, la production de soins, qui était pratiquement inexistante aussi bien sur sa forme hospitalière que sur sa forme ambulatoire dans les années 50, prend une ampleur tout à fait considérable sur un mode non capitaliste. Et entre autres parce que l'avance monétaire nécessaire à la production des hôpitaux, mais aussi, encore une fois, de la médecine ou des soins, il n'y a pas que des médecins, il y a des kinés, des infirmiers, etc., ambulatoires, la mise en place de cet appareil de production a reposé sur une avance monétaire qui était le salaire socialisé de l'assurance maladie. On observe dans les années 60 et 70 une considérable hausse du taux de cotisation qui fait que les caisses de sécurité sociale, très richement dotées, en matière de santé, mais aussi de retraite, pour prendre un autre exemple, qui fait que la pension de retraite progresse considérablement dans les années 70. En matière de santé, c'est le plus dans les années 60 que les choses bougent fondamentalement, ensuite dans les années 70 aussi. Cette production s'opère, alors il y a sans appel au marché des capitaux, sans partenariat public-privé, enfin ce sont tous ceux qui aujourd'hui constituent le retour à la dette hospitalière, avec les effets extrêmement négatifs sur la production. C'est pour cela que nous avons fait la démonstration que dès qu'il y a dette, ça ne marche pas, précisément. Ça marche beaucoup mieux quand il n'y a pas de dette, hein, de préalable. Mais la religion capitaliste fait que nous continuons à croire qu'il faut s'endetter pour pouvoir travailler. Il y a eu certes un appel à l'endettement public, hein, la Caisse des dépôts et consignations, qui est là une forme de prêteuse publique en France, a participé au financement des infrastructures, de la construction des centres hospitalo-universitaires, des choses comme ça, dans les années 60. Mais très significativement, la caisse d'assurance maladie, qui est une caisse de salaire socialisé, hein, c'est la partie socialisée du salaire dans la cotisation sociale, a avancé l'argent nécessaire pour produire les hôpitaux, les machines nécessaires aux soins, etc., pour former des médecins, des soignants. Tout cela a été avancé sous forme de salaire, et donc sans qu'il y ait à rembourser quoi que ce soit. Hein. Et c'est sur cette base-là que notre système de soins a été au premier rang mondial pendant des décennies. C'est depuis qu'il y a retour à l'endettement préalable que notre système s'effondre. Donc on a une démonstration absolument expérimentale, hein, que bien sûr nous pouvons et nous devons maintenant ne produire que sur la base d'une avance des salaires. Pour qu'il y ait production, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'il y ait
des travailleurs et de la nature, comme on dit, enfin des autres que vivants et des vivants non humains. Bon. Et c'est le métabolisme, disons, de ces trois acteurs ou agents, ou je sais pas comment dire, composantes, qui va produire de la richesse. Mais pour produire de la valeur économique, la richesse, c'est les biens et services physiques, matériels que nous produisons. La valeur économique, nous sommes dans le travail abstrait, on n'est pas dans le travail concret. Là, la richesse, c'est le travail concret. La valeur économique, c'est le travail abstrait, en tant qu'il produit de la valeur, précisément. Pour produire de la valeur, c'est comptabilisé dans le PIB, il ne faut que du travail. Et pour qu'il travaille, il ne faut que des travailleurs. Et pour qu'il y ait des travailleurs, il ne faut que du salaire. La seule avance nécessaire pour qu'il y ait production, c'est l'avance des salaires. Nous en avons fait la preuve. Sûrement pas le prêt. Le prêt est une opération religieuse de domination. Est-ce qu'on peut ouvrir une petite parenthèse, parce que beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes, etc., on est un peu défaitiste parce qu'on voit que les choses politiques ne bougent pas. Mais ces instruments, ce qu'on appelle aujourd'hui les déjà là, ce sont des conquis sociaux qui ont apparu, il y a eu des batailles pour y arriver. Quelles ont été les composantes, ou en tout cas les éléments pour qu'un jour on puisse avoir une sécurité sociale, des retraites, enfin ce qu'on considère aujourd'hui comme normal, mais qui malheureusement est en train de disparaître. Mais on est arrivé. Combien d'années ça a pris? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on y arrive? Si on prend la production en sécurité sociale des soins de santé, il s'appuie effectivement sur une institution qui se crée, disons, entre la fin du 19e siècle et le milieu du 20e, qui est la sécurité sociale. C'est à la fois des initiatives patronales et des conquis de travailleurs. C'est les deux. Le cœur de la sécurité sociale en France, quand elle se construit dans la première moitié du XXe siècle, on va dire, ce sont les allocations familiales. C'est la majorité des prestations sociales en 1945. Et les allocations familiales, c'est une initiative patronale pour lutter contre la hausse générale des salaires. On la concentre sur les seuls chargés de famille, d'au moins 2 enfants, parce que l'explication, là encore totalement religieuse, on est dans la religion tout ça, la domination de classe repose sur un imaginaire construit avec le plus grand soin par des grands prêtres, pas que des grands prêtres, les grands prêtres vont être au Collège de France, à l'université, enfin des choses comme ça, s'agissant de la... Et puis les prêtres, ça pourrait être des gens plus proches du peuple. Il faut toujours, pour qu'une religion fonctionne, il faut qu'il n'y ait pas que des dominants. Il faut aussi que les dominés soient accompagnés par des curés plus ou moins gentils. Donc ça existe, le capitalisme a des tas de curés proches du peuple. Les économistes atterrés, enfin des gens comme ça, vous voyez, il y en a quand même beaucoup. Le conquis, proprement, cette fois-ci, révolutionnaire, contre cette initiative patronale. Parce que la sécurité sociale, c'est un élément absolument contradictoire. Globalement, son initiative est patronale, et ensuite, il y a un conquis, une subversion de cette institution patronale, une subversion qu'on va qualifier dans le bouquin de communiste. Si par communisme on entend précisément la sortie de l'aliénation et de l'exploitation, et le fait que les travailleurs, les citoyens, parce que ce n'est pas, ça devient une affaire de citoyenneté, le fait que les citoyens deviennent les décideurs en matière de travail. Les allocations familiales, qui au départ sont un instrument de guerre du patronat contre la hausse des salaires, qui sont d'ailleurs très combattus aussi bien par les associations de fonctionnaires. Le syndicalisme est interdit dans la fonction publique à la fin du 19e siècle, lorsque le supplément familial apparaît dans le traitement des fonctionnaires.
Donc aussi bien les associations de fonctionnaires que les syndicats de salariés, lorsque les allocations familiales deviendront obligatoires une trentaine d'années plus tard, en 1932 en France, dans le privé, ces organisations vont se battre contre ce supplément familial ou ces allocations familiales qui sont la réponse patronale à une revendication de hausse des salaires. Eh bien, toute la force, toute la dynamique du mouvement ouvrier, ça va être de subvertir en 1946 cette institution. Donc, toute sécurité sociale n'est pas positive. Elle peut être totalement négative. C'est la subversion communiste de cette sécurité sociale qui devient très positive, elle. Et qu'est-ce qui se passe? Bien, en 1946, les allocations familiales, qui sont encore à ce moment-là le cœur de la sécurité sociale en France, sont complètement déconnectées de l'emploi, pas totalement, mais enfin pratiquement. Il n'y a plus besoin d'être dans l'emploi pour avoir droit aux allocations familiales. Il suffit d'être parent d'au moins 2 enfants. Et c'est du salaire, c'est-à-dire qu'elles sont bien posées comme pour 2 enfants. Je prends l'exemple de 46, de la loi de 46 qui subvertit les sécurités sociales patronales jusque-là à l'œuvre depuis maintenant un demi-siècle à l'époque. C'est pour 2 enfants, 225 heures par mois de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie, c'est-à-dire c'est plus que le salaire de l'ouvrier spécialisé de la métallurgie qui ne faisait pas 225 heures par mois. Quand on regarde les familles ouvrières, le salaire en 47, donc très vite après ces dispositifs, les familles ouvrières ont en moyenne 3 enfants et la moitié du salaire, c'est les allocations familiales, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas du tout lié à un contrat de travail. Là, nous sommes dans une subversion communiste du salaire. Le salaire, ça n'est plus le prix de la force de travail, d'accord, qui reconnaît les besoins dont je suis porteur pour faire un travail qui va valoriser du capital. Le salaire, c'est un attribut de la personne des parents, quel que soit leur rapport au travail capitaliste. Alors jusqu'aux 21 ans de l'enfant, la majorité à l'époque est de 21 ans, d'accord. Il faut avoir 2 enfants, c'est pas au premier enfant, puisque encore une fois la légitimation fantasmagorique de la chose, c'est la démographie. Mais ce qui est intéressant, c'est comment le mouvement ouvrier organisé peut subvertir des initiatives patronales. Alors, en matière de soins, il ne se passe rien en 45-46, à la différence des allocations familiales qui connaissent une mutation à ce moment-là. En matière de retraite, pas grand-chose non plus, en termes de niveau des retraites. En revanche, en termes de statut de la retraite, vous avez une même subversion tout à fait énorme, c'est-à-dire le même ministre communiste du Travail et de la Sécurité sociale, Ambroise Croizin, qui est à la fois ministre communiste et secrétaire de la Fédération métallurgie de la CGT. Il est à la fois syndicaliste et politique. Lui, il fait une subversion complète de la sécurité sociale patronale en matière de retraite. La sécurité sociale patronale en matière de retraite, c'était j'ai cotisé, j'ai droit. C'est-à-dire, lorsque je suis en retraite, je ne suis plus subordonné, je ne suis plus dans la production d'un acte qui met en valeur du capital. Donc, j'ai pas droit au salaire. Parce que le salaire capitaliste, c'est la reconnaissance des besoins dont je suis porteur pour poser un acte de production qui met en valeur du capital. C'est ce que Marx appelle le prix de la force de travail. Le prix de la force de travail, c'est les besoins dont je suis porteur, c'est du pouvoir d'achat. Le salaire capitaliste, c'est du pouvoir d'achat. J'achète de quoi satisfaire les besoins
qu'il faut absolument qu'ils soient satisfaits pour que je sois au boulot. Là. S'ils sont pas satisfaits, je pourrais pas faire ce travail qui met en valeur du capital. Donc, je suis payé afin de pouvoir le faire. Et donc, je suis payé à la mesure des besoins nécessaires à la production de ce bien ou de ce service. Première subversion, bien, ma foi, le salaire des allocations familiales, qui d'ailleurs augmente au fur et à mesure que le taux horaire. À l'époque, les ouvriers spécialisés ne sont pas mensualisés, ils sont payés à l'heure. Hein. Quand le taux horaire des OS augmente, ben à la fois les allocations familiales augmentent puisqu'elles sont indexées sur le taux horaire des OS de la métallurgie. Et donc que les parents gagnent plus que les OS. C'est tout à fait intéressant comme mutation du salaire et de la définition du salaire. En matière de retraite, on a la même subversion. Jusque-là, c'était du revenu tiré de cotisations préalables. Pour pouvoir avoir une pension, il fallait avoir cotisé et on avait une pension à la mesure de ces cotisations. C'était le montant des cotisations de la carrière qui décidait du montant de la pension. Ce qu'on appelle un revenu différé. Je n'ai pas consommé tout mon salaire quand j'étais actif, j'en ai mis une partie au pot commun et j'ai droit, lorsque je suis inactif, comme on dit, hein, c'est-à-dire lorsque je ne mets plus en valeur de capital, c'est ça être inactif dans le capitalisme, ben, j'ai le droit de récupérer le pouvoir d'achat de ce salaire que je n'ai pas consommé, d'accord ? C'est ma pension. Ma pension, c'est le différé de mes cotisations. J'ai cotisé, j'ai droit. Et ma pension est mesurée par mes cotisations de carrière. Ce dispositif-là est complètement subverti en 1946. Tout lien entre cotisation et pension est supprimé dans le calcul des pensions. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas des cotisations qui continuent à financer les pensions, mais elles sont calculées non plus en fonction des cotisations de l'intéressé, mais en fonction d'un salaire de référence de l'intéressé. On prend le salaire des 10 dernières années, en 1946 c'était celui-là. C'est-à-dire que le retraité, c'est pas quelqu'un qui reçoit le différé de ses cotisations, c'est pas un ancien travailleur qui a droit au différé de ses cotisations, c'est un travailleur qui a droit au salaire, alors même qu'il n'a plus à se soumettre au marché du travail. Nous sommes dans la même situation que les parents. Pourquoi est-ce que ça a été possible ça ? Mais parce que Croizat va transposer dans le secteur privé la situation des fonctionnaires. Et là encore, et dans le bouquin, alors dans Puissance du salariat, je fais toute une histoire, hein, aussi bien de la cotisation que du statut des fonctionnaires. Tout ça est très très longuement documenté dans Puissance du salariat. Mais dans le bouquin avec Croizat, on reprend la création du statut des fonctionnaires. Hein. Et le statut des fonctionnaires, qui est un très long combat d'un siècle et demi, hein, dès que l'empereur, puisque la fonction publique moderne, disons, naît sous Napoléon Ier, dès que Napoléon institue cette fonction publique sur la base du serment à l'empereur, d'accord, il faut faire serment d'être fidèle à l'empereur, les fonctionnaires se battent contre cette obligation d'être d'abord au service du pouvoir. Ils entendent être au service des biens communs, puisque c'est du bien commun, puisque c'est ça la vocation de la fonction publique, au service de mission, comme on va dire. Le mot est en permanence présent. Et pour cela, ils se battent pour avoir un statut qui leur permette d'échapper au chantage de l'État. Et échapper au chantage de l'État, c'est échapper au chantage du marché du travail, c'est-à-dire échapper
au salaire qui est suspendu à la production d'un acte réputé productif, comme l'est le salaire capitaliste. Et les fonctionnaires ont un salaire qui est attaché à leur personne. C'est un droit de la personne. C'est pas du tout un droit lié à un contrat de travail. C'est pas du tout un droit lié à une performance sur le marché des biens et services. Pendant le confinement, si on prend le confinement des années 2020, les fonctionnaires, quoi qu'ils aient fait, ont conservé 100% de leur salaire. Parce qu'un fonctionnaire n'est pas payé ni pour ce qu'il fait, ni pour la qualification de son poste, comme dans le privé. Il est payé pour une qualification dont il est porteur, lui. Ça s'appelle un grade parce que c'est né dans la marine, donc le vocabulaire est resté militaire quand ça a été étendu à tous les fonctionnaires. Mais un fonctionnaire est titulaire de son salaire. Là encore, c'est inouï. Si on reprend le cœur du pouvoir de classe, une société est une société de classe lorsque une classe a le monopole de la production. La production étant, encore une fois, le cœur de notre existence comme espèce humaine sur la planète. La production de notre monde. La classe, il y a classe dans une société lorsque cette production est le monopole, n'est pas le fait de tous, mais le monopole de ce qui va être la classe dirigeante. Et ce monopole repose sur l'endettement préalable, ça on y a assisté au départ, mais repose également sur le fait que le salaire n'intervient qu'après qu'on a posé un acte de subordination. Ce travail que nous ne définissons pas, puisqu'il est défini par les prêteurs, par les propriétaires de l'outil, enfin, etc., et donc pour lequel il n'y a aucune raison que nous nous déplacions, que nous nous mobilisions, eh bien, pour nous obliger à le faire, nos ressources sont mesurées par ces actes de subordination que nous avons posés. Là, situation complètement nouvelle. Et là encore, les communistes, quand on parle de déjà la communiste, c'est par rapport à une définition du communisme qui est abstraite, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus de classe. C'est-à-dire une société sans classe, c'est-à-dire une société dans laquelle la délibération sur ce que nous produisons est collective. Et il n'y a pas de monopole de classe dans la pratique du travail. Mais il faut ajouter à cela que se superpose le fait que de fait ce sont des membres du Parti communiste qui en France vont être à la manœuvre, disons, en 1946 pour dégager le salaire de cette reconnaissance, enfin de cette obligation de fournir des actes subordonnés, c'est-à-dire à la fois aliénés et exploités. La subordination, c'est pas le fait qu'il y ait des chefs. La subordination, c'est le fait que ce que je fais donne lieu et à aliénation et à exploitation. Bien, le chantage du marché du travail ou celui du marché des biens et services pour les travailleurs indépendants, qui fait que nous ne sommes payés qu'à la mesure des actes validés comme productifs que nous posons, a été complètement dépassé par le statut de la fonction publique dans lequel le salaire devient un attribut de la personne. C'est plus du tout lié à sa mobilisation au service du capital. Et ce salaire attribut de la personne fait que le fonctionnaire est payé jusqu'à sa mort. Puisque son salaire est lié à sa personne. Son grade ne s'éteint pas à la fin de son service. Quelqu'un qui est professeur certifié ou capitaine ou je sais pas quoi, ou ouvrier d'État 3e échelon,
il le reste jusqu'à sa mort, et donc il est payé jusqu'à sa mort. Là, nous avons sur ce modèle-là une transposition dans le privé par Croizat de la retraite, la pension de retraite. Ce n'est pas du tout en fonction des cotisations de l'intéressé, aucun compte n'est tenu des cotisations, c'est la poursuite d'un salaire de référence. Dans la fonction publique, c'est celui des 6 derniers mois. Le salaire du fonctionnaire est poursuivi jusqu'à sa mort sur la base du salaire des 6 derniers mois de service. Et bien là, en attendant que ce soit les 6 derniers mois de service, parce que la mutation est déjà considérable de passer du j'ai cotisé, j'ai droit à j'ai droit au salaire, salaire poursuivi et non pas au revenu différé de mes cotisations, c'est sur les 10 dernières années, en attendant que ce soit sur les 6 derniers mois, bien sûr. Dans l'esprit de Croizat, c'est une étape, disons, vers les 6 derniers mois pour tous. Donc là, voilà, ce sur quoi vont s'appuyer ensuite ceux qui mettent en place la sécurité sociale du soin, les soignants vont être titulaires de leur qualification. Ils ne seront pas du tout payés ni à l'acte, ni... je parle des soignants hospitaliers, d'accord, ni pour la qualification de leur poste, comme dans la convention collective du privé. Ils sont payés pour une qualification qui leur est propre et qui vaut jusqu'à la mort. Aujourd'hui, le tiers des plus de 18 ans a un salaire lié à sa personne en France. Sur les 50 millions de plus de 18 ans que nous sommes sur le territoire, 17, qu'ils soient fonctionnaires ou pensionnés de retraite avec une pension égale au salaire minimum, au moins en dessous du salaire minimum, on peut parler de salaire bien sûr, et plus d'autres catégories, les salariés à statut, etc. On est à 17 millions de personnes de plus de 18 ans qui ont un salaire lié à leur personne. C'est inouï. Là encore, la religion capitaliste, parce que nous, ce qui nous intéresse dans le bouquin, c'est comment actualiser tous ces conquis. Pour les actualiser, encore faut-il les voir. Et la religion capitaliste est telle que cette nouveauté inouïe qu'il y a à attribuer le salaire comme un droit de la personne et non pas un droit lié à sa performance sur le marché du travail ou à sa performance sur le marché des biens et services, cette inouïe-là n'est pas du tout lue comme communiste. Oui, c'est une avancée démocratique. On va dire que c'est de l'emploi à vie, alors que c'est justement pas de l'emploi. L'emploi, c'est lorsque les droits sont liés au poste de travail. Un fonctionnaire, ses droits sont pas liés à son poste de travail du tout. Un fonctionnaire qui change de poste ne change pas de salaire. Ses droits sont liés à sa personne. Donc, si vous additionnez les parents, les fonctionnaires, les retraités, à l'époque, les parents, parce que évidemment, ceci étant totalement hostile au capitalisme, ceci étant du communisme déjà là dans le capitalisme, enfin déjà là communistes, pardon, étant des anticipations, disons, du communisme dans le capitalisme même. Pas du communisme déjà là, bien sûr que non. Nous n'en sommes pas là. Il y a des anticipations. Il va être combattu évidemment, et Rocard va supprimer les allocations familiales comme salaire. Il va les financer par un impôt, la CSG, et non pas, des gens qui ne sont pas dans l'emploi n'ont pas droit au salaire. Il faut remettre le salaire dans le carcan de la subordination. Tu parlais de la réactualisation des déjà là. Il y a mention des ZAD, des soulèvements de la terre, il y a également plein d'initiatives, que ce soit la sécurité sociale pour l'alimentation. On a parlé tout à l'heure des besoins, évidemment c'est difficile, voire impossible de définir ces besoins un à un. Il s'agit également de ne pas avoir de monopole de définition de ces besoins, mais les territorialiser, les démocratiser. Mais est-ce qu'on pourrait prendre le modèle de cette sécurité sociale et le transposer vers d'autres besoins généraux, qui soient l'alimentation, l'éducation, la culture? Enfin, est-ce que c'est possible de prendre ce même schéma-ci et le transposer vers d'autres sujets?
Ah mais bien sûr, hein, c'est un enjeu décisif, à condition, encore une fois, de poser comme déjà la communiste la sécurité sociale du soin telle qu'elle se construit dans les années 60 en France, hein, ce qui n'est pas le cas majoritaire, hein, puisque ça fait partie encore une fois de notre aliénation. Hein, nous adhérons volontiers à l'idée que le capitalisme, c'est une structure de domination qui ne change que pour se reproduire et qui génère des victimes, hein, avec lesquelles on va être solidaire. Mais être solidaire de victimes, pour moi, c'est dégueulasse. C'est définir les travailleurs par leur manque, c'est des victimes. Alors que les travailleurs sont des vainqueurs. Ils ont conquis le statut de la fonction publique, ils ont conquis la pension de retraite comme poursuite d'un salaire de référence, ils ont conquis les allocations familiales comme salaire des parents. C'est inouï, ils ont conquis le régime général géré par les travailleurs eux-mêmes. De 47 à 67, ce sont les travailleurs qui gèrent l'équivalent du budget de l'État dans les années 60 est géré par les travailleurs eux-mêmes, le régime général de sécurité sociale. Donc, être solidaire des victimes, moi, je trouve ça dégueulasse, franchement. Hein. Je ne suis pas solidaire de victimes, je suis à l'école de vainqueurs. Et j'essaye de voir comment ces victoires peuvent être actualisées. Hein. C'est ça le point stratégique, hein. Mais qui suppose une lecture dialectique du capitalisme, hein, qui suppose que l'on sorte d'une lecture social-démocrate ou stalinienne du capitalisme. Hein. Et quand je dis social-démocrate ou stalinienne, c'est pour bien montrer, ce sont les deux dimensions, hein, du mouvement ouvrier, hein, en Europe, soit social-démocrate, soit stalinien, et ce sont des cousins germains. Hein, c'est Lucien Sève qui, dans ses ouvrages Penser avec Marx aujourd'hui, le montre très bien. C'est quoi la position social-démocrate? C'est le capitalisme est un système dans lequel les travailleurs peuvent avoir de temps en temps des rapports de force favorables, mais ça dure pas. Et ils peuvent pas instituer des alternatives au capitalisme dans le capitalisme même. Il faut d'abord sortir du capitalisme par un grand soir, qui est une victoire électorale. Et cette victoire électorale va permettre d'instituer un socialisme d'État, en s'appuyant sur l'appareil d'État que l'on a conquis. Et ce socialisme sera l'antichambre du communisme. Là, nous sommes aux antipodes de Marx, nous sommes chez Lassalle, penseur du mouvement ouvrier allemand, que Marx et Engels combattent de point de vue idéologique. Chez Marx et Engels, le capitalisme n'est pas une structure de domination, c'est un mode de production contradictoire, hein, dans lequel il y a une classe dirigeante, ça c'est évident, hein, celle qui a le monopole sur le travail et la production, et qui va s'acharner à conserver son monopole. Mais précisément, Marx nous montre qu'elle n'y parvient pas et qu'il y a une capacité d'une classe révolutionnaire de subvertir les institutions capitalistes du travail pour en instituer d'autres qui sont fragiles si elles ne sont pas actualisées et généralisées. Et la sécurité sociale du soin, qui, parce qu'elle s'est construite avec une part minoritaire, pas sans, mais avec une part minoritaire de prêts, et avec des travailleurs qui sont libérés du marché du travail, elle fait l'objet d'un combat de classe, mais acharné, encore une fois, hein, par une bourgeoisie qui défend pas d'abord ses sous, qui défend d'abord son pouvoir sur le travail. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle s'est empressée de dépolitiser le travail. La politique s'arrête aux portes des entreprises. Et en revanche,
et l'a construit. Et ça, c'est la contribution essentiellement de Bernard Vasseur, qui est un philosophe très connaisseur de Marx, mais également très connaisseur de tas de choses que donc moi je suis pas bon connaisseur, qui montre comment la bourgeoisie a construit un espace du politique dans lequel il peut y avoir des anticapitalistes, il peut y avoir un débat pour ou contre le capitalisme, à la limite elle s'en fout. Parce que un des apports importants de Bernard Vasseur, c'est de montrer comment Marx déplace le lieu du politique, en disant « Mais pourquoi est-ce que les démocraties bourgeoises peuvent parfaitement s'accommoder d'un débat avec des élus anticapitalistes ?» Mais parce que le cœur du pouvoir n'est pas là. Là, c'est la mise en scène du pouvoir. Mais le cœur du pouvoir, c'est le despotisme de fabrique. Dans une société féodale, la puissance je dirais, disciplinaire de l'État est absolument nécessaire pour la classe féodale dirigeante. Dans le capitalisme, pas du tout, parce que la puissance disciplinaire de la bourgeoisie, c'est le marché du travail, c'est le prêt initial, c'est tout ce qui domestique les travailleurs. Ils sont domestiqués dans le travail même. Et c'est pour cela que le lieu décisif de la politique, nous dit Marx, c'est le lieu de travail. Or, Marx et Engels ont été battus en réalité. Ils ont été battus par Lassalle, qui dit « Mais non, on ne peut pas construire d'alternative au capitalisme dans le capitalisme même. Il faut prendre le pouvoir d'État. » Alors que Marx dit « Mais c'est pas là que se jouent les choses, c'est sur les lieux de travail que se jouent les rapports politiques fondamentaux. » Et que c'est là qu'il faut instituer le politique. Et puis, la variante stalinienne de la social-démocratie repose exactement sur le même postulat. 1. Prise du pouvoir d'État. 2. Socialisme. URSS, Union des républiques socialistes. 3. Communisme, un jour peut-être. Le communiste n'est pas du tout au programme des partis communistes, absolument pas. Au programme des partis communistes, il y a le socialisme. Pas du tout le communisme. Le communisme, c'est pour après. Alors que chez Marx, le socialisme n'est pas l'antichambre du communisme, c'est son antithèse. Ça, vraiment, grâce à Bernard Vasseur, c'est très très bien exposé, très simplement dans ce bouquin, Le communisme qui vient. Et donc, si nous voulons éviter que le conquis communiste de la sécurité sociale du soin disparaisse, et il peut disparaître, c'est évident, la classe dirigeante, c'est une de ses forces, c'est qu'elle sait ce qu'elle doit détruire, alors que la classe révolutionnaire, elle ne sait pas toujours ce qu'elle doit proposer. C'est ça sa difficulté. La classe dirigeante, elle sait ce qu'elle doit détruire. Et elle est absolument déterminée à détruire la fonction publique, elle est déterminée à détruire la sécurité sociale du soin dès lors qu'elle se construit sans emprunt et avec des travailleurs qui sont libérés du marché du travail. Si nous voulons éviter cette destruction, il faut généraliser le conquis et mettre en sécurité sociale toutes les productions. Sécurité sociale de l'alimentation, par exemple, bien sûr. Et là, on a tous les outils pour le faire. Il n'y a pas à inventer la lune. Il suffit de transposer, d'actualiser les institutions qui ont permis la mise en sécurité sociale du soin sur le modèle communiste, enfin, de prémisse du communisme. Nous pouvons faire la même chose en matière de logement, en matière de transport, d'énergie, de culture. Il y a un réseau salariat, l'association d'éducation populaire dont je fais partie, et on peut aller sur le site de Réseau Salariat, réseausalariat.info. Il y a toute une réflexion dans des groupes thématiques divers et variés sur une sécurité sociale de la mort, une sécurité sociale de la culture. On vient de sortir un bouquin, là, aux éditions du Croquant, sécurité sociale de la culture. Sur une sécurité sociale de l'alimentation, il y a aussi un bouquin qui s'appelle Régime général pour une sécurité sociale de l'alimentation. Il y a maintenant des documents, il y a toute une réflexion qui est menée sur comment transposer aujourd'hui ces conquis. Est-ce qu'on peut donner juste un petit exemple ou à quoi ça ressemble au final? Est-ce que c'est juste
On a notre petite carte verte comme la sécurité sociale et on a droit à un certain quota de certains éléments alimentaires. Enfin, Alors comment... il y a des, encore une fois, il y a des expérimentations locales, hein, parce que évidemment toute mise en sécurité sociale suppose qu'il y ait déjà des expérimentations locales, mais qui passent le plus vite possible à l'échelle macro. Hein. L'obsession doit être en permanence macroéconomique. Les grandes composantes d'une telle mise en sécurité sociale, c'est avancer les salaires. Alors, l'avance, et non pas avancer du capital. Des paysans et des paysannes. Alors, avancer les salaires des producteurs conventionnés, c'est l'outil du conventionnement. C'est-à-dire que la monnaie qui est utilisée, c'est une monnaie marquée. La monnaie de sécurité sociale, c'est pas une monnaie utilisable de manière universelle. Avec ma carte vitale, je sais pas comment vous appelez ça, carte verte chez vous, je ne sais pas. Carte vitale, ouais. Bon, la carte vitale, c'est de la monnaie. Avec ça, je paye des prestations de soins, soit auprès d'un établissement de soins, un hôpital, soit auprès d'un professionnel de soins ambulatoires. Mais cette carte vitale, c'est de la monnaie qui n'a valeur qu'auprès d'un professionnel conventionné. S'il n'est pas conventionné, elle ne vaut rien, cette monnaie. Donc c'est un outil politique énorme, ça. Parce que on va pas conventionner l'agrobusiness, évidemment. Hein. On va pas conventionner des producteurs. Alors en matière d'alimentation, c'est producteurs de biens primaires, hein, lait, viande, etc. Producteurs de biens élaborés, bière, etc. Distributeurs, restaurateurs. Voilà tous les éléments de la chaîne. Et on conventionne des produits. Pas des produits. Hein. Y a du bio-esclavagiste. Hein. Y a du bio qui n'est fait que dans un rapport extrêmement contestable au vivant, autre qu'humain, par des travailleurs migrants retenus en Italie, en Espagne, en Grèce, etc., etc. En aucun cas, hein, il s'agit de conventionner des produits, sûrement pas. Hein, il faut conventionner des producteurs. C'est ce qui s'est fait dans les années 60 quand on a conventionné des producteurs de soins sur des critères. Alors les critères qui les définissent, sûrement pas l'État. Hein, nous sommes dans des prémices du communisme, donc c'est forcément une décision démocratique. Pas par des représentants. La démocratie bourgeoise repose sur des représentants. Là encore, grâce à Bernard Vasseur, le bouquin rappelle combien la démocratie se construit, combien plus exactement la République se construit contre la démocratie, ou avec une démocratie bourgeoise, mais enfin qui est un oxymore. Pour que ce ne soit pas le peuple qui décide, nous allons élire des représentants. Hein, c'est l'enjeu. L'abbé Sieyès est particulièrement clair là-dessus. Hein. C'est sûrement pas des représentants qui doivent décider des producteurs qui vont être conventionnés et des critères de conventionnement. Sur quels critères on va conventionner, bien sûr. Hein. C'est des assemblées. Alors élus, tirés au sort, moi j'y connais rien, il faut pas me demander, je ne suis pas spécialiste des organisations, mais il y a bien des gens qui réfléchissent là-dessus, donc je n'ai pas de souci sur le fait qu'on sache faire. Mais l'enjeu est évidemment que ce soit au plus près des décisions à prendre, donc pour des productions extrêmement locales, ça va être des assemblées locales. Pour des productions à une échelle territoriale beaucoup plus vaste, parce que ce sera une échelle territoriale plus vaste. Enfin, ça, tout dépend encore une fois de l'échelle. Enfin, les assemblées délibératives seront à l'échelle pertinente. Mais la question de la démocratie est absolument fondamentale, ça bien sûr. Hein. Conventionnement, donc. Outils conventionnels, donc pareil, les critères de conventionnement, qui en décident, comment, quels critères. Avance des salaires, et donc les professionnels conventionnés ne sont plus dans une logique de paiement à l'acte, hein, comme les travailleurs indépendants. Un agriculteur indépendant, il est payé à l'acte.
Ça, c'est le salaire capitaliste, hein, d'accord. Dans une logique de paiement à la qualification du poste, ça c'est l'emploi, hein, c'est l'emploi qui est déjà anticapitaliste mais qui n'est pas communiste, hein, parce qu'on dépend d'un employeur pour être payé, donc on peut pas parler de communisme dès qu'il y a dépendance, hein, dès qu'il n'y a pas souveraineté. Pour qu'il y ait souveraineté, il faut que les droits soient les droits de la personne, hein, certainement pas liés à un contrat de travail, etc. Et d'où vient l'argent, l'avance monétaire nécessaire à la production? Ben, d'une émission monétaire, d'une création monétaire, hein, des salaires de tous les professionnels conventionnés. Voilà les principes d'une mise en sécurité sociale. Une monnaie marquée qui ne solvabilise les mangeurs qu'auprès de professionnels conventionnés. Un conventionnement selon des modalités démocratiques sur lesquelles moi j'ai pas grand chose à dire parce que je suis pas spécialiste, mais sur lesquelles d'autres ont des choses à dire bien sûr. Des professionnels sortis du chantage aussi bien de la dette que du marché du travail, titulaires d'un salaire lié à leur personne, fournis gratuitement en matière d'intrants, je veux dire, tout ce qui est nécessaire à la production du blé ou je sais pas quoi, c'est fourni sans monnaie. Vous avez tous ces éléments-là dans les textes du site de Réseau Salariat. Peut-être pour finir un peu ou essayer de conclure notre entretien, je pense que voilà, cette généralisation de cette sécurité sociale, bah, au final, elle revient énormément sur, au tout début, ce que nous avons dit, hein. On a dit les acteurs du travail doivent être celles et ceux qui l'accomplissent, donc généralisation de la sécurité sociale, qu'ils produisent une utilité sociale. Donc encore une fois, je veux dire, on va pas faire une sécurité sociale des jets privés, quoi. Enfin, ça n'a aucun sens. Non, on va sortir Toulouse de la mono-industrie, utiliser le magnifique appareil qui sert aujourd'hui à envoyer comme des cons des avions dans le ciel pour faire autre chose d'infiniment plus intéressant, bien sûr. Et pareil pour la dynamique avec les autres vivants et les non-vivants, bah voilà. Encore une fois, c'est un recadrage des sécurités sociales avec, que ce soit les limites planétaires, que ce soit enfin tous ces concepts-ci. Il va être certain que la taille de l'économie va devoir se rapetissir à un moment si on veut être juste, donc que tout le monde ait la même chose, mais aussi rester un peu dans ce cadre-là. Est-ce que est-ce que finalement ce n'est pas une opportunité, cette question de sécurité sociale? Est-ce qu'on n'aurait pas d'une pierre plein de coups, c'est-à-dire ça va être démocratique, c'est-à-dire ça va être redistribué, et finalement, si c'est démocratique et redistribué, peut-être qu'on aura besoin de moins, et que du coup ça nous permettrait de peut-être avoir des meilleures conditions environnementales également. Moi, je fais pas l'éloge en soi du moins, dès lors que ça signifierait que des gens qui ont déjà pas assez auraient encore moins. Bien sûr. Donc, je parle d'abord de redistribution et uniquement par après. Hein. Le terme de redistribution, nous ne l'utilisons jamais, parce que ça fait partie de la religion capitaliste, qui dit on ne peut distribuer que des choses, que des ressources déjà produites. Non, le salaire n'est pas le résultat d'une production dont la valeur est distribuée sous forme de salaire. Le salaire doit être le préalable d'une production libre, décidée par nous, puisque c'est nous qui sommes titulaires du salaire, qu'on n'est pas, encore une fois, soumis au chantage de prêteurs ou d'employeurs. J'insiste aussi vraiment sur le fait que ce salaire comme droit politique n'est pas le seul enrichissement de la citoyenneté qui est nécessaire pour que la citoyenneté porte sur le cœur de notre vie sociale, c'est-à-dire la production.
pour le moment, la citoyenneté exclut la production. Je peux voter tout ce que je veux, je sais que ça n'aura aucune incidence sur ce qui va être produit et sur ma capacité à en décider. C'est pour cela que nous avons une crise démocratique aujourd'hui extrêmement importante. À quoi bon voter, à quoi bon faire des votations si de toute façon, dès qu'elle n'est pas conforme à ce que veut la bourgeoisie, il y en aura une 3 ou 4 ans plus tard qui défera ce qui aura été fait, etc., etc. Bon, l'enrichissement de la citoyenneté, hein, c'est-à-dire le fait de mettre la production, la décision sur la production au cœur des droits citoyens, ça suppose que la citoyenneté doit être complètement déconnectée de la nationalité. C'est fondamental. Dès lors que la citoyenneté a comme cœur le travail, il faut absolument qu'il y ait des droits inégaux selon la nationalité. Parce que la bourgeoisie va évidemment organiser, elle a besoin, elle, d'organiser, pour pouvoir aliéner, exploiter le travail, elle a absolument besoin d'organiser l'inégalité des travailleurs. Et cette inégalité, alors il y a l'inégalité de genre, il y a des tas d'inégalités, et il y a l'inégalité de nationalité, enfin, qui utilise la nationalité pour créer l'inégalité. Donc, il est absolument indispensable que la citoyenneté soit liée à la résidence, et pas du tout à la nationalité. Donc, dès lors que une personne atteint l'âge de la majorité, quelle que soit son origine sociale, quel que soit son diplôme, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit, etc., là où il est né, enfin, etc., elle devient titulaire de 3 droits, hein. Le droit au salaire, bon ça on y a beaucoup insisté, j'y reviens pas. Le droit à la propriété d'usage et patrimoniale de l'outil, parce que il s'agit d'étendre la propriété. Le communisme est une extension formidable de la propriété. Dans le capitalisme, nous ne sommes pas propriétaires de l'outil de travail, et notre travail est aliéné et exploité. Nous sommes consolés de cette impuissance sur le travail, du fait que nous ne sommes pas propriétaires, par le fait d'être propriétaires de notre bagnole, d'accord? Voilà, c'est comme ça qu'on nous console, d'accord? Tu es propriétaire dans l'espace privé, tu es propriétaire de ta baraque, tu es propriétaire, etc., etc., etc. Il s'agit non pas de supprimer cette propriété, elle est tout à fait légitime, mais d'étendre le champ de la propriété à ce qui est décisif. Non pas l'espace privé, d'accord, mais l'espace collectif de la production. Donc deuxième droit de propriété. Propriété d'usage, donc propriété d'intervenir dans l'entreprise, de décider dans l'entreprise. Propriété patrimoniale, c'est-à-dire propriété, pouvoir de décider à qui va être attribué, à quel collectif de travail va être attribué cet outil. Décider de quel est l'outil que nous allons créer sur le territoire. Là, on n'est pas dans la propriété d'usage, on est dans la propriété patrimoniale. Et puis, nous, là, on reste dans l'échelle microéconomique, à l'échelle macro, parce que la production, elle est aussi macro, évidemment, décision sur la création monétaire. J'ai beaucoup insisté sur le fait que remplacer l'avance monétaire à crédit par l'avance des salaires, ça suppose une maîtrise par les intéressés eux-mêmes de la création monétaire. Donc, il faut que le citoyen, en tant que citoyen, décide de la création monétaire. Alors, à quelle échelle, par quelles instances, tout ça, encore une fois, c'est pas dans le bouquin qu'on le trouvera, nous n'en sommes pas spécialistes, mais il y a des lieux aussi où tout ça se réfléchit, bien sûr. Hein. Également les accords internationaux, parce que nous ne pouvons pas tout produire sur le territoire national à partir des éléments autres qu'humains ou autres que vivants du territoire national.
Mais là aussi, il faut que les citoyens décident des accords internationaux pour prendre ces exemples-là. Donc chacun, comme droit de citoyenneté, d'accord, lié à la résidence, devient titulaire de ces 3 droits. C'est ça, ces droits ne sont pas liés au contrat de travail, hein, pas du tout. Hein, ce sont des droits de la personne. Hein, c'est fondamental tout ça. Hein, c'est sortir les personnes du chantage, hein, de la domestication par le chantage. Ça peut paraître utopique ou ça peut paraître beaucoup, mais il y a aussi le livre Utopia que je recommande de lire pour aller un peu plus dans l'apaisement. Je pense que ce livre permet aussi de se projeter dans un futur qui, voilà, non seulement paisible, mais aussi désirable. Donc, j'ai la chance, effectivement, comme chercheur, qu'un romancier de science-fiction se soit emparé de toutes ces propositions-là pour dire, ben voilà, dans un pays du genre France, Suisse, dans 2030, 2040, 2050, enfin, pas de la science-fiction sur une autre planète dans 5000 ans, mais quelque chose qui propose un imaginaire, hein, de ce que serait une société débarrassée de tous ces chantages capitalistes et dans lequel il n'y aurait pas une classe qui aurait le monopole de la production. Et effectivement, il faut produire cet imaginaire. Nous avons besoin d'un imaginaire désirable pour nous mobiliser, bien sûr. Un grand merci Bernard Fillon. Merci. Avant de terminer, je passe un mot à Florence Carlson qui a insisté depuis 2 ans qu'on ait cet entretien. Donc voilà, on l'a eu. Merci pour tous ces commentaires et merci à vous toutes et tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Si ces sujets vous intéressent, on avait eu également un épisode avec Daniel Tagnuro sur l'éco-marxisme. On a parlé aussi de travail et de propriété sur le podcast, donc n'hésitez pas à vous balader. Voilà.